matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir François Asselineau, président de l'Union populaire et républicaine de l'UPR, comme on le connaît plus simplement. Bonjour François Asselineau. Bonjour Clémence Soudiakova, et puis bonne année à tous les auditeurs aussi. Merci beaucoup et bonne année à vous. Je précise, parce qu'on avait prévu depuis un petit moment déjà cette invitation, parce que j'ai des auditeurs qui me rappellent à l'ordre, qui me disent oui, il y a François Asselineau qui a dit quelque chose aux agriculteurs et vous ne le recevez pas. Donc voilà, vous voyez, nous sommes très heureux de vous recevoir sur cette lettre ouverte, notamment aux 5 syndicats agricoles que vous avez envoyée le 5 janvier. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette lettre qui tourne autour de 4 grands axes que vous envoyez à tous les syndicats agricoles? Voilà, que j'ai envoyé, ça va faire une dizaine de jours, que j'ai envoyé au président des 5 grands syndicats agricoles, la FNSEA, Jeunes Agriculteurs, Confédération Paysanne, Coordination Rurale et MODEF. Pour l'instant, je n'ai eu aucune réponse. Et j'ai fait cette lettre ouverte parce que je suis triste, en fait, et un petit peu irrité de constater que on m'a demandé, j'ai eu des pressions, comme quoi il fallait que j'aille sur le terrain pour aller manifester mon soutien aux agriculteurs. Et moi, ça fait 18 ans que je fais mon soutien aux agriculteurs. D'ailleurs, on a ressorti ces jours-ci une vidéo lorsqu'il y avait eu en 2017 la campagne présidentielle. J'étais allé à Brest au congrès de la FNSEA et j'avais déjà expliqué que les agriculteurs ne pourraient pas éluder la question du Frexit. Donc le problème qu'il y a en ce moment dans les mouvements agricoles, c'est que ils manifestent, mais ils manifestent contre les conséquences sans jamais manifester contre les causes. Et les syndicats agricoles, on le voit bien d'ailleurs dans l'absence de réponse qu'ils ont fait à ma lettre ouverte, en fait les maintiennent finalement dans cette espèce de suggestion, les manipulent pour qu'ils ne prennent pas les décisions qu'ils devraient prendre. Donc dans cette lettre ouverte, j'ai rappelé l'ensemble des manifestations qui ont eu lieu depuis 1992. Je me rappelle, j'étais aux affaires depuis l'affaire de l'accord de Blair House aux États-Unis, où le commissaire britannique, Sir Léon Brittan, commissaire européen, dans le dos du gouvernement français, avait poignardé l'agriculture française avec son correspondant, le US Trade Representative, qui s'appelait Michael Cantor. Et depuis cette époque-là, toutes les décennies, toutes les années quasiment, il y a des manifestations. Et d'année en année, finalement, les agriculteurs baissent les bras. On les amène à baisser les bras, plus exactement, parce que l'État, le gouvernement apporte des soins palliatifs. Vous avez vu le dernier truc en date, je voyais ça hier, c'est hallucinant. Madame Genevard, la ministre de l'Agriculture, va faire un tour de France maintenant pour aller écouter les agriculteurs. Oui. Mais de quoi on se moque du monde. Et vous savez, moi, je connais le dessous des cartes. Moi, je me rappelle, j'avais été racontez-nous le dessous des cartes. J'avais été directeur de cabinet. Ça n'avait pas duré très longtemps, puisque Madame de Panafieux c'était dans le gouvernement Juppé 1, qui n'avait duré que 5 mois et 23 jours. Il y avait, par exemple, ça n'a pas de rapport avec l'agriculture, mais c'est un rapport avec le mode de fonctionnement gouvernemental. Il y avait à l'époque toute une récrimination des industries hôtelières qui voulaient qu'il y ait un alignement de la TVA sur la nourriture à emporter par rapport à la nourriture sur place, en disant qu'il y avait un développement considérable de vente de sandwichs dans les boulangeries, par exemple, et comme c'était de la nourriture à emporter, ils bénéficiaient d'une TVA moindre et que ceci concurrençait les brasseries dont ils étaient les représentants, c'était les syndicats de l'industrie hôtelière. Et je me rappelle très bien qu'ils venaient manifester auprès du ministre du Tourisme. Nous n'avions aucun pouvoir. Mais c'était normalement Bercy qui gérait la TVA, mais Bercy n'avait pas non plus de pouvoir, puisque la TVA, quand vous faites des modifications de taux de TVA, il faut obtenir l'autorisation de Bruxelles. Et je me rappelle très bien, moi j'étais d'IRCAB, on m'avait dit à Bercy, écoutez, Madame de Panafieux n'a qu'à recevoir les syndicats agricoles. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle va dire? N'a qu'à les écouter. Voilà. C'est comme ça qu'on traite en France. Alors ça, c'était sur ce sujet. Là, ils n'ont même pas été écoutés cette fois-ci. Je rappelle que la coordination rurale est montée, qu'ils n'ont même pas été entendus. Ils ont été reçus quand même par le Premier ministre. Et moi, ce que je disais, pour en revenir à cette lettre, ces lettres que j'ai écrites, c'est qu'il faut maintenant que les agriculteurs, ils regardent la réalité en face en adulte. Tant que nous resterons dans l'Union européenne, l'agriculture familiale française. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les agriculteurs? C'est pas eux qui peuvent enclencher le Frexit. Non, mais qu'ils incarnent. Déjà, j'avais proposé dans cette lettre que lors des négociations avec Matignon, il y avait une demande qu'ils pouvaient faire, qui ne coûtait rien. C'était d'exiger des pouvoirs publics qu'ils organisent sur France 2, une chaîne de télévision publique,
4 ou 5 grands débats qui auraient duré 1h15, 1h30 sur l'intérêt, avantage, inconvénient de sortir de l'Union européenne. Parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans un univers où on nous dit qu'on est une démocratie. C'est faux. Les débats de fond sur ce sujet qui est capital, c'est le sujet. Il n'y a pas de sujet plus important pour l'avenir de notre pays. Ce sujet est absolument interdit d'antenne. Et donc, c'est seulement sur la chaîne, c'est sur Internet que le débat se développe. Mais sur les grandes chaînes de télévision, il y a encore, vous le savez bien, énormément de Français qui ne sont pas sur Internet, notamment des personnes âgées. Et les personnes âgées sont celles qui votent. Les personnes âgées, elles sont entretenues dans l'illusion, mais pas seulement elles, toutes les personnes qui regardent uniquement, je sais pas moi, BFM, etc., TF1 et autres choses, elles sont entretenues dans l'illusion qu'il faut surtout pas sortir de l'Union européenne, que c'est une dinguerie, et donc on continue comme ça. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit, mais les syndicats agricoles, il faut que vous vous incarniez, que vos demandes doivent s'incarner dans un projet politique. Il doit y avoir une incarnation. Sinon quoi ? Sinon il va se passer la même chose. Je leur avais dit avant, c'est d'ailleurs ce qu'on constate, et c'est comme ça depuis 1992, la même chose que pour les Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes n'ont pas voulu incarner avec une demande politique, etc. Moi, j'avais proposé, nous avons un appareil politique, alors on dit non, pas de récupération politique, très bien. Et résultat des courses, rien. Et à chaque fois, ça se termine de la même façon. C'est la raison pour laquelle, moi, je ne peux pas me substituer aux syndicats agricoles. Mais les syndicats agricoles, je pèse mes mots, en fait, sont des traîtres par rapport à la cause de l'agriculture familiale. Parce que la FNSEA joue la cause. Le président de la FNSEA, il sait très bien à quoi s'en tenir. Lui, il a des investissements au Brésil. Lui, il est très, très, très content. Mais l'agriculture familiale traditionnelle, elle est condamnée, en fait. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour ça que je tire pour la énième fois la sonnette d'alarme. Il faut absolument que maintenant, les agriculteurs, ils nous rejoignent en masse. Pourquoi ils ne rejoignent pas l'UPR en masse ? Oui, mais vous comprenez peut-être que justement, ces agriculteurs, mais ils ont peut-être d'autres choses à penser que organiser un débat sur France 2, alors qu'ils sont en train de mourir la bouche ouverte sur leur terre. Et là, ils sont venus, pour ceux qui pouvaient, en tracteur, s'endormir et se manger pendant 5 jours. Si vous voulez, c'est pas à eux d'imposer un débat sur l'Union européenne. Si. Parce que moi, je n'y arrive pas. Parce que tout est interdit. Et lorsque eux, ils disent juste on meurt, entendez-nous. Mais tout le monde le sait très bien. Oui, mais c'est pas eux les politiques en fait. Non, mais justement, il fallait qu'ils utilisent le fait qu'ils étaient en train de faire des barrages et que le gouvernement était dans une situation extrêmement difficile. Ils avaient un levier pour exiger que la démocratie soit respectée en France, dans une pipe, notamment dans le service public que nous payons en tant que. C'est quand même ahurissant qu'il ne soit toujours pas possible d'avoir en France un débat avantage, inconvénient de sortir de l'Union européenne, par exemple, pour les agriculteurs. Des choses aussi basiques, par exemple, que vous savez qu'il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui pensent c'est pas possible de sortir parce que sinon ils n'auraient plus de subventions européennes. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris que les subventions européennes, c'est nous qui les surfinançons. Oui. Bon, mais déjà mettre ça devant des millions de téléspectateurs, les gens commencent... Oui, mais s'ils ne savent pas comment ils peuvent l'imposer. Si vous voulez, j'entends tout ce que vous dites, je pense que c'est cohérent. Mais eux, ils en sont à un niveau de détresse. C'est pas eux qui vont dire voilà la solution. Ils n'ont pas forcément la solution. Mais je ne leur demande pas de dire la solution. Je dis qu'ils doivent exiger. D'ailleurs, il y a heureusement beaucoup d'agriculteurs de plus en plus qui se tournent vers le Frexit et vers nous, parce qu'ils commencent à comprendre. Mais je ne leur demande pas d'organiser les débats. Je ne leur demande pas même d'intervenir. Je dis simplement qu'il y ait un débat où j'ai la prétention de participer avec des gens qui seraient contre moi, par exemple, qui est débat approfondi, on irait sur des sujets de fond pour ou contre sortir de l'Union européenne. Que les Français, que le français de base, si vous voulez, commence à comprendre. Ça, c'est sur l'organisation du débat. Maintenant, allons justement sur le fond, parce que vous apportez les informations, et je pense que justement, ces agriculteurs peuvent en avoir besoin. En quoi, justement, si vous pouvez nous rappeler en quoi la PAC n'est pas la sauveuse de nos agriculteurs, ce serait peut-être une bonne chose. Allez-y. La politique agricole commune, de toute façon, c'est inscrit dans les traités depuis Maastricht. Elle a pour un seul et unique objectif, ça doit être article 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je dis ça de mémoire, je peux me tromper, mais je ne crois pas. Le seul objectif qui est fixé par les traités européens, c'est qu'il faut augmenter la productivité de l'agriculture. Si vous y réfléchissez un instant, c'est dingue. Pourquoi c'est dingue ? Parce qu'un traité, quand vous signez un traité et ratifiez un traité, il n'a pas de durée de validité limite. Donc, a priori, il est signé pour la fin des temps. Il y a d'ailleurs des traités, comme le traité d'Utrecht de 1713, par exemple, qui clôture la guerre de succession d'Espagne, mais toujours valable. Bon. Eh bien, donc, a priori, ce traité de Maastricht est toujours valable. Il y a eu des additions par ailleurs, mais il est toujours valable.
Bien. Augmenter la productivité, si vous lisez bien le traité, ça veut dire que chaque année, il faudrait augmenter la productivité. C'est-à-dire plus en 2026 qu'en 2025, et en 2027, ça sera plus qu'en... Voilà. Il n'y a aucune contrainte... En échange des subventions. Voilà. Il n'y a aucune contrainte dans les traités, par exemple sur le maintien de l'agriculture en zone rurale, sur le maintien de l'identité nationale, sur la qualité des aliments, qualité organoleptique, sur la préservation des terroirs, sur le développement des bio, etc. C'est-à-dire que mais ça, par exemple, c'est même étonnant que le général de Gaulle n'ait pas consacré cette protection. Oui, mais ça a été écrit pour le traité de Maastricht. De Gaulle était mort et enterré depuis belle lurette. Donc lui, à l'époque de Gaulle, mais ça c'est toute une autre histoire, c'est que il a pris un truc qui était en route, c'était l'Europe des 6, et puisqu'il ne pouvait pas en sortir, puisque lors de sa conférence de presse du 15 mai 62, quand il avait montré ses distances avec la construction européenne, il y avait les 4 ministres MRP du gouvernement qui avaient claqué la porte, il n'y avait plus de majorité. De Gaulle a été contraint de faire avec ce qu'il avait, mais à l'époque... Il a quand même demandé la défense de l'agriculture française. Mais oui, parce qu'il a fait financer, en fait, par les Allemands, l'agriculture française. Et il en est resté, d'ailleurs, dans le monde agricole, l'idée que l'Europe nous apporte de l'argent. Et qui sur avait l'agriculture. Été... Voilà, que l'Europe est la grande protectrice de l'agriculture française en échange de la protection de l'industrie allemande. Ce dont avait bénéficié, d'ailleurs, comme image, Jacques Chirac, quand il est ministre de l'Agriculture. Mais ça, parce que c'est vrai que dans les années 60, la France était bénéficiaire nette des transferts. Mais c'était l'Europe des 6, c'était tout petit. Mais depuis le début des années 90, excusez du peu, ça fait plus d'un tiers de siècle, la France, elle est contributrice nette et donne des milliards d'euros chaque année. Sur la partie agricole. Non, de façon générale. En revanche, sur la partie agricole, est-ce qu'on reçoit plus si vous voulez, on donne chaque année, je ne sais pas, on va donner des chiffres ronds, mettons 32 milliards d'euros à l'Union européenne, et on va en recevoir 20. C'est-à-dire qu'au total, on perd 12 milliards. Et dans les 20... il y a les subventions agricoles qui sont très importantes. Effectivement, je crois que la France est le premier bénéficiaire de subventions agricoles. Oui. D'où cette image encore, pardon, j'essaie juste de comprendre pourquoi on garde encore cette image de l'Europe défend l'agriculture française. Puis bien entendu que lorsque les agriculteurs reçoivent les subventions, il y a des drapeaux bleus aux étoiles d'or partout. C'est comme par ailleurs les associations, quand vous avez des associations, quand vous avez des subventions, quand par exemple, ça me rendait un peu triste, quand vous arrivez en Guadeloupe par exemple, vous avez des drapeaux bleus aux étoiles d'or sur le moindre escalator à l'aéroport du Lamentin, l'aéroport de Pointe-à-Pitre, vous avez des... En revanche, le drapeau bleu-blanc-rouge, il n'existe plus que sur 2 choses, c'est la préfecture et les services des impôts, et puis la prison. Voilà. C'est-à-dire que on a une promotion, au passage, une promotion subreptice de l'Union européenne. Mais si on sort... Pardon, je renvoie à une émission d'Éric Branca chez nous sur le sujet absolument passionnant, sur justement comment cette promotion a été mise en place. C'est très intéressant. Il faut que les gens comprennent, c'est que si nous sortons demain de l'Union européenne, moi je l'avais garanti dans mon programme, les agriculteurs continueront de recevoir les mêmes subventions. Puisque de toute façon, et en plus on récupérera 12 milliards. Simplement, c'est le gouvernement français qui donnera directement les subventions. Ça sera un drapeau bleu-blanc-rouge. Ça ne mettra pas des mois et des mois parce que ça ne transitera pas par Bruxelles. Alors ce ne sera peut-être pas les mêmes qui percevront l'argent, parce que si on cherche directement l'intérêt de la France, on n'ira peut-être pas soutenir les plus grands céréaliers amis de... Accessoirement. groupe Avril, Accessoirement. Vous avez parfaitement raison. Mais ça veut dire que... Et donc il y a vraiment une réflexion à mener. Et puis si vous voulez, si on n'était pas dans l'Union européenne, jamais nous n'accepterions les contraintes de l'accord avec le Mercosur. Jamais. Oui. Parce que le Mercosur, vous l'avez dit en gros, enfin tout le monde a compris, on sabote l'élevage français au profit de la production de Mercedes, allemande. En gros, c'est très simplifié, mais c'est quand même ça fondamentalement. C'est-à-dire plus de quelques très très gros productions agroalimentaires comme M. Rousseau, le président de la FNSEA, qui est un businessman, c'est pas du tout un agriculteur, qui a fait des investissements au Brésil. Oui, donc ce Mercosur, clairement, c'est le symptôme ultime, le symbole ultime de l'arnaque d'une Union européenne qui est censée, soi-disant, je rappelle, dans l'image d'Épinal, défendre l'agriculture française. Là, on voit bien que tout est inversé et qu'on a sacrifié l'agriculture sur l'autel de l'industrie allemande. Mais c'est affolant le nombre. Vous avez vu le nombre d'exploitations agricoles qui diminue d'année en année, mais de façon dramatique. Et c'est pas fini.
Parce que ce qui nous attend maintenant, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Là, c'est la bombe atomique. Hein. Parce que l'Ukraine, c'est un pays qui a des terres agricoles extrêmement profitables, comme la France. Les terres noires, le tchernosium. C'est noir, tcherno, ça veut dire noir. Tchernobyl, les terres noires, qui sont des terres très productives. Et donc, de tout temps, on considère qu'en Europe, il y a 2 grands pays agricoles. La France à l'ouest, l'Ukraine à l'Est. Voilà. Si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, elle l'est déjà quasiment de façon comme passager clandestin, puisqu'actuellement, on importe, par exemple, le poulet ukrainien sans droit de douane, sans quota, sans rien. Bon. Sans contrôle des fermes, entre guillemets. Oui, c'est bourré d'OGM, c'est plein de saloperies. C'est des poulets qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Voilà. Eh bien, mais alors ça, si l'Ukraine... C'est intéressant que L214 aille faire un tour par là-bas. Si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça sera vraiment la fin des haricots pour les agriculteurs français. Sans compter, après ça, il y aura la Macédoine, il y aura ci, il y aura ça. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est comment les dirigeants français ont pu ne pas vouloir ou ne pas réussir, on va leur laisser le bénéfice du doute, défendre les intérêts français. Mais vous savez, on a une classe politique qui est d'une lâcheté, c'est affreux. Regardez, vous avez vu par exemple Retailleau. Oui. Retailleau, là, j'ai vu qu'il est allé voir les agriculteurs en les défendant parce qu'ils s'étaient pris des coups de matraque. Les agriculteurs de la FNSE. Voilà. Mais il y a 6 mois, Retailleau, il envoyait justement les policiers pour donner des coups de matraque aux agriculteurs. Ils passent d'un bord à l'autre comme ça, mais sans toute honte bue, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ils sont tous là. Michel Barnier, qui est là, qui vient soutenir les agriculteurs. Tout le monde va soutenir les agriculteurs. Pardon, alors je précise quand même parce qu'il n'y avait pas grand monde pour la coordination rurale quand ils sont venus il y a quelques jours. En revanche, ils étaient nombreux on va peut-être revoir les images, je ne sais pas si on peut revoir. Il y avait on a la belle photo avec tous les élus députés du Rassemblement national qui étaient là pour la FNSEA, et on a en effet un extrait de Bruno Retailleau qui est allé à la rencontre des agriculteurs, mais ça, il n'était pas là lors des agriculteurs de la coordination rurale qui sont en général ceux qui sont le plus en détresse par rapport. Alors voilà, ça c'est la belle photo des élus du Rassemblement national. Lors de la venue, ils n'étaient pas tous, parce qu'il y a 120 députés RN. Oui, mais c'est déjà plus que... Parce que nous, on a suivi, d'ailleurs, notamment avec celle, le gueule de Caranguel, en direct, les élus. Bon, il y en avait une, quoi, en gros, qui était là pour la coordination rurale. Puis, je ne sais pas si on a Bruno Retailleau. Ouais, allez, on va regarder Bruno Retailleau, qui s'adresse aux agriculteurs face... Donc, je crois que c'est devant l'Assemblée nationale, les agriculteurs de la FNSE. On regarde ça. Il n'y a pas un autre élu en Vendée, et même peut-être dans d'autres départements, qui peut, affirmer que j'ai suivi, moi, 25 dossiers de réserve de substitution. C'est pas facile, les réserves de substitution. On l'a fait avec les amis agriculteurs, avec une gestion de l'eau qui a été collective et qui l'est toujours. Sur le Mercosur, sur le CETA, on a fait voter le Sénat contre, je le disais, on est contre les accords de Marrakech, le GATT, l'OMC. En 1994. Je n'ai jamais changé de discours. Jamais. Je suis un homme enraciné. Voilà, je suis un rural. Bon, donc ça, vous n'y croyez pas? Que de la com. Écoutez, on n'est pas des poussins de la veille. Ça date depuis 1992. Donc, on est en 2026. Donc, ça fait 34 ans, si je compte bien, et qu'on raconte les mêmes salades aux agriculteurs. On le disait à leurs grands-parents, les parents, maintenant c'est les enfants, et à chaque fois, chaque année, le nombre d'agriculteurs diminue. Parce que l'on ne veut pas s'attaquer aux causes de départ, qui est notre appartenance à l'Union européenne. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait, et moi je veux vraiment venir en aide aux agriculteurs, oui. Parce que c'est assez facile d'aller sur le terrain, d'aller dire voilà, je vous soutiens, ils font tout ça, puis après ils repartent, et puis ils votent quoi? Ils veulent tous rester dans l'Union européenne. Donc moi je dis, voilà ce qu'il faut faire. Il faut imposer le débat. Le débat n'a pas lieu et je regrette vraiment terriblement la coordination rurale. Ils sont allés voir le Cornu. Le Cornu, le gouvernement, il avait les jetons. Donc qu'est-ce qu'ils ont demandé à le Cornu? Ils ont demandé qu'il n'y ait pas de contrôle dans les fermes d'élevage jusqu'à l'élection présidentielle. En disant oui, on vous a demandé quelque chose qui coûtait rien. D'accord, mais puisque si c'était pour des choses qui coûtaient rien, il fallait qu'ils disent écoutez, les campagnes sont au bord de l'insurrection, il faut régler ça de façon démocratique, et il faut qu'il y ait un débat
sur ce point aveugle de la société française qui sont les conséquences de notre appartenance à l'Union européenne, et pas seulement d'ailleurs en matière agricole. C'est vrai en matière industrielle, c'est vrai en matière géopolitique, en matière d'alignement sur l'Ukraine, c'est vrai dans tous les domaines, en matière de droits de douane. C'est quelles sont les conséquences et est-ce que c'est raisonnable ou pas de rester encore dans ce truc. Ils avaient un moyen de le faire, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça va aller jusqu'à la disparition, c'est ça? Alors, si on prend un petit peu de champ géopolitique et quand on regarde ce qui se passe de manière plus générale, on voit quand même, donc il y a un pays, la France, qui est en train d'accepter son autodestruction par l'ouverture notamment au marché du Mercosur, pendant qu'on en a d'autres qui musclent les bras, je pense notamment à Donald Trump. Alors là, pour le coup, on n'est plus du tout dans le respect de la souveraineté des autres pays. Bon, ça, je ne sais pas si les Américains l'ont vraiment fait un jour, mais bon. Mais au moins, on est dans la recherche des intérêts du pays. Ah ben ça, Donald Trump, c'est vraiment les intérêts nationaux. Hein. C'est avant toute chose. Il a fait quelque chose, rappelez-vous, c'était il y a 1 an. Il avait d'un seul coup brandi des cartons devant la télévision. Il avait montré qu'il allait augmenter les droits de douane sur quasiment tous les pays du monde, tous ceux avec lesquels il était en déficit. Qu'est-ce qu'on a entendu dans les grands médias de l'oligarchie euro-atlantiste? Qu'il était malade, qu'il était cinglé, que si, que ça, que c'était contraire, que ça allait ruiner les États-Unis, qu'il n'y avait pas d'autre solution que le libre-échange généralisé. Il est têtu comme une mule, il l'a fait. Il s'est d'ailleurs heurté à des becs, notamment vis-à-vis de la Chine, parce que la Chine a des moyens de rétorsion sur les États-Unis. Notamment sur les matériaux rares. Mais en gros, il l'a fait. Et on observe quoi 1 an après? Vous avez vu, c'est sorti hier, les informations. C'est que le déficit commercial américain s'est effondré. Il est au plus bas depuis 16 ans. Et même les rentrées de douanières sont telles que le déficit de l'État américain a chuté de 15%. C'est-à-dire que ça marche en définitive. En fait, il faut, dans les questions économiques, j'ai quand même une certaine expérience en matière économique, il faut se garder, comme en toute chose d'ailleurs, il faut se garder de tout excès. Et évidemment qu'on ne va pas se refermer sur le monde. Mais le libre-échange généralisé, on laisse tout passer, ça ne va pas non plus. Oui. Maurice Allais... Et nous, on fait l'inverse. Hein. On est dans un temps à l'envers, nous. En fait, Maurice Allais, qui était prix Nobel d'économie, et qui a été d'ailleurs interdit de télévision en France. C'était le seul prix Nobel qu'on avait à l'époque d'économie. Il était interdit. Il avait bien expliqué que le libre-échange, c'est bien entre des pays qui ont à peu près le même niveau de vie. Là, ça fait une saine émulation. Mais vous ne pouvez pas avoir du libre-échange entre des pays où le rapport, par exemple, du SMIC est de 1 à 20. Si vous faites du libre-échange avec le Bangladesh, c'est plus du libre-échange, c'est la destruction de l'industrie française. Voilà. Et c'est pareil pour l'agriculture avec le Brésil. Donc, ce qui est en train de montrer Trump, c'est que alors, ce qui est extraordinaire dans son histoire, d'ailleurs, c'est qu'il y a une organisation internationale complètement passée à la trappe, c'est l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce, normalement, ce que fait Trump est totalement interdit. On n'a pas le droit de relever des droits de douane, surtout s'ils sont consolidés, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a eu des engagements de l'État comme quoi il ne les réaugmenterait pas. Normalement, tout ceci aurait dû passer devant une espèce normalement, le kidnapping du président du Venezuela, ça se fait pas non plus. Normalement, on entend aussi là l'organisation internationale. Voilà. Donc je ne suis pas favorable au non-respect du droit international parce qu'on a beaucoup de plumes à y perdre. Mais là, sur ce sujet-là, Trump a montré que la doxa dominante, si vous voulez, que nous serine depuis des décennies, qui est d'ailleurs à la base de la construction européenne, eh bien, ça a un temps. Et de la même façon, si vous voulez, comme il y a des gens qui me disent « Mais vous vous rendez compte, si on sort de l'euro, la catastrophe ?» Mais j'ai dit « Attendez, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste ?» Il n'y a pas de débat sur les avantages et les inconvénients de sortir de l'euro. Il n'y a pas de débat. Si on sortait de l'Union européenne, c'est nous qui fixerions nos droits de douane. Et nous pourrions réaugmenter les droits de douane. Par exemple, je l'ai déjà dit, je peux vous dire que si la France était sortie de l'Union européenne, si j'avais été élu en 2017, eh bien, avec Trump, moi, je n'aurais pas laissé les 25% d'augmentation parce que j'aurais dit à Trump... Mais vous luttez comment? Parce que le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, la France est affaiblie. Donc moi je suis d'accord sur le scénario de on reprend le pouvoir tout seul, on redevient souverain, etc. Mais quand on n'a plus rien à vendre en échange, quand on n'a plus de mesures de rétorsion face à l'autre, comment on fait? Mais si, on a toujours des mesures. On a toujours des mesures. D'abord, le marché français est un marché intéressant pour quand même beaucoup de gens. Deuxièmement, on a des exportations qui sont quand même... un marché français qui dépend beaucoup des exportations, si on les limite ou si on les fragilise. Non mais... écoutez, comment dire?
On ne peut pas, ça fait partie de ce genre d'objection que j'ai parfois de gens qui me disent « Ah mais non, on ne peut plus sortir de l'UE, c'est trop tard, on pouvait le faire il y a 20 ans. » Non. Écoutez, on ne pourra jamais être aussi pauvre que la France en 1945 quand elle était complètement détruite. Bon, ça n'a pas empêché nos aïeux de faire la résistance, de contribuer, ils n'étaient pas les seuls, mais de contribuer à l'évacuation de la France par les nazis, etc. On ne peut pas opposer des raisons conjoncturelles, des obstacles prétendument insurmontables conjoncturellement, on ne peut pas opposer ça à un problème structurel qui est la volonté inébranlable d'un peuple d'être souverain dans son royaume, comme le disait Philippe le Bel. La France, la souveraineté nationale, c'est un absolu. D'ailleurs, je rappelle toujours qu'il suffit de prendre la Constitution française actuelle. Le titre 1 de la Constitution, ça s'appelle « de la souveraineté ». Oui. Donc, normalement, c'est les partisans de la souveraineté et de l'indépendance nationale, c'est ça que nous impose la Constitution. Et depuis maintenant des décennies, avec la complicité du Conseil constitutionnel, on a fini par déréaliser les mots mêmes qui sont dans notre Constitution pour considérer qu'il était normal que la France soit un peuple assujetti. Et assujetti à quoi ? À des puissances d'argent qui ne se cachent même plus, à des puissances avec des ingérences étrangères qui ne se cachent plus non plus. Donc c'est ça. On pourra beau m'objecter tout ce que l'on veut, on ne peut pas limiter un peuple, on ne peut pas, vassaliser un peuple jusqu'à la fin des temps en excipant de motifs pseudo-économiques, etc. Je pourrais vous donner, regardez comment l'URSS, ça s'est terminé. Ça a été un désastre général. Et néanmoins, maintenant, tous les peuples qui sont issus de l'URSS sont bien plus contents que du temps de l'URSS. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire un mot, donc, de ces dernières actions de Donald Trump au Venezuela et de ses propos, pour le moment c'est encore des propos, au Groenland, enfin ces annonces? Alors, Trump est un peu un mystère, parce qu'il souffle de façon permanente le chaud et le froid. Donc il y a des gens qui interprètent ça comme une trace de sénilité, qui disent finalement, certains disent qu'il aurait été rattrapé par l'État profond américain. C'est vrai que, par exemple, lorsqu'il a fait l'affaire au Venezuela, il était avec le directeur de la CIA qui était à côté de lui dans le bureau, alors que Tulsi Gabbard n'était pas là. Donc ça veut dire qu'effectivement... Et puis il avait le sénateur républicain Lindsey Graham qui était à ses côtés, un vrai néocon. Voilà. Donc certains disent, en fait, il s'est laissé phagocyter. C'est un monsieur qui commence à être un peu âgé. C'est une interprétation des choses. Il y a une deuxième interprétation des choses, c'est non, il en a sous le pied, il est malin, il fait semblant de céder, mais il poursuit quand même plusieurs agendas à la fois parce qu'il est obligé de tenir compte aussi des réalités. Les midterms. Voilà. Les midterms, mais pas seulement. Il est obligé de donner... Et ça, ce qui tend un peu à... Si vous regardez ce qu'il a fait depuis... Je ne suis pas là pour le défendre du tout, parce que je considère que l'affaire du Venezuela, c'est très, très grave. Mais si on regarde ce qu'il a fait auparavant, par exemple, sur l'affaire de l'Iran, il est intervenu en Iran, mais en fait, il a arrêté la guerre en Iran. Vous vous rappelez, la guerre de 12 jours. Il y avait même une chorégraphie qui avait été élaborée avec l'Iran. L'armée iranienne avait dit on va bombarder une base militaire américaine qui est au Qatar. Et donc, il avait dit merci beaucoup. Donc, il l'avait évacué. Voilà, il s'était mis d'accord avec ses adversaires pour faire semblant. Et donc, moi, actuellement... Ce qui avait coupé l'herbe sous le pied des Israéliens. Absolument. Donc, si vous regardez, vous savez, moi, je suis comme Confucius, qui disait « Écoutez les paroles, mais observez les actes ». Or, les actes de Trump, si vous prenez le recul du temps, ils ne vont pas dans le sens des néocons et de l'État le Groenland... Alors, le Groenland... écoutez, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que pendant qu'on parle du Venezuela, du Groenland, de l'Iran, de Cuba, on ne parle plus de l'Ukraine. Et en ce moment, plus personne n'en parle, mais les Russes font des offensives quotidiennes. Ils bombardent quotidiennement et ils avancent très rapidement. J'ai vu ce matin, il y avait un discours qu'ils ont fait quasiment tous les jours de Zelensky qui a dit la journée qui vient de... Je ne veux pas dire que la journée était bonne. En ce moment, l'Ukraine est au bord de l'effondrement, plus que jamais. Et vous croyez que c'est une stratégie de Donald Trump ? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret de ça, mais moi, si vous voulez, il y aurait eu... il y aurait une petite conversation Trump-Poutine, où Trump aurait dit « Tu me laisses le Venezuela, je te laisse l'Ukraine », que ça ne se passerait pas autrement. C'est-à-dire que la Russie a fait une protestation pro forma contre le Venezuela, mais pour l'instant n'a pas bougé. Et pendant ce temps-là, la Russie avance en Ukraine et les États-Unis ne bougent pas.
Ils ont laissé Macron avec sa coalition des volontaires faire n'importe quoi. Mais ils ont d'ailleurs, d'ailleurs, les États-Unis ont dit que de leur côté, il était hors de question d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc, moi, je n'exclus pas qu'on ait une surprise du chef d'ici, je sais pas, 15 jours. Et d'un seul coup, on apprenne que les États-Unis Washington et Moscou sont tombés d'accord sur un accord de paix. Et puis qu'on a appris que Zelensky s'est enfui d'Ukraine pour aller chercher refuge, je sais pas, dans un petit État du Moyen-Orient. Et puis voilà. Et puis à ce moment-là, les Occidentaux, les Européens, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Alors, je ne me félicite pas de l'aspect de Trump, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réaction, par exemple, des dirigeants français à l'affaire du Venezuela était absolument hallucinante. Oui. Il faut absolument que la France défende le droit international. Macron a fait une déclaration, il n'a même pas mentionné le droit international. Oui. C'est absolument scandaleux. Je ne parle même pas de Mme Knafo qui s'est dit sidérée que personne ne soutienne Trump, que c'était évidemment ce qu'il fallait faire. Mais Mme Knafo, faudrait qu'elle réfléchisse un tout petit peu. Si on accorde que Trump a le droit d'intervenir au Venezuela pour changer le régime et pour mettre la main sur les ressources du Venezuela, si on lui accorde de la même chose au Groenland, il aurait tort de se gêner. Il va s'installer en Guyane française. Il va envoyer 10 000 GI à Cayenne. Et puis, il va expliquer que le pas de tir de Kourou, c'est très important pour la souveraineté, la sécurité des États-Unis. Que les mines d'or qu'il y a en Guyane, il y a beaucoup de ressources aurifères potentielles, et bien que c'est très intéressant pour les États-Unis. Et que les hydrocarbures qui sont dans la zone économique exclusive, c'est bon pour les États-Unis. C'est ni les propos d'Emmanuel Macron, ni ceux de Sarah Knafo, ni même ceux de François Asselineau qui vont changer quoi que ce soit en disant ça viole le droit international. Il n'y a qu'une chose qui compte vraiment, c'est la force et le pouvoir se défendre. Pas tout à fait, parce que à partir du moment où la France apparaîtrait dans le monde, elle a un siège de membre permanent au Conseil de sécurité comme un défenseur inébranlable du droit international, et c'est notre seul... Évidemment que si les États-Unis font un coup de force, bien sûr on n'a pas une armée qui peut s'y opposer, mais on aurait quand même le droit international pour nous. Alors que si on a expliqué à tout le monde que c'était très bien ce qu'a fait Trump, on n'a même plus ce droit moral pour nous. On n'a plus rien. Voilà. Et donc, mais ce qui n'empêche pas par ailleurs qu'il faudrait remuscler notre armée française, et plutôt que de l'envoyer d'envoyer des dizaines de milliards au régime de Zelensky, si on renforçait la présence de la France dans le Pacifique. Parce que c'est pareil. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie, c'est un bloc de nickel. C'est le 3e producteur de nickel dans le monde. Qui nous dit que demain, il n'y aura pas soit l'Australie, soit la Chine, soit les États-Unis qui vont mettre la main là-dessus? Une pensée particulière pour mon réalisateur qui vient de Nouvelle-Calédonie. Ah, très bien. Merci beaucoup, François Asselineau. Je rappelle, président de l'UPR. Et donc, cette lettre, notamment, aux 5 syndicats agricoles. Sans sortie de l'Union européenne, il n'y aura pas de salut pour l'agriculture française. Notez bien cette lettre. Merci encore, François Asselineau. Merci, chers amis. N'oubliez pas qu'on a une chaîne avec une émission tous les jours à 18h. C'est Toxin Plus P-L-U-S. Alors, le lundi, vous retrouvez les sketchs de Laurent Firode. Bonjour, je suis Laurent Firode. Le mardi, vous retrouvez l'émission historique d'Éric Branca avec ce qu'il appelle les parts sombres de l'histoire. On apprend des choses vraiment passionnantes. L'Europe unie n'est dans l'esprit de Monnet qu'une étape vers ce fameux gouvernement mondial. Le mercredi, vous avez le RIC. Allez voir les débats animés par Fabrice Grimal. Il y a eu le service militaire, il y a eu les régions, l'audiovisuel public. C'est du débat et on vote sur Toxin. Là, au moins, on a le droit de voter. Je vous rappelle qu'avec le RIC Toxin, la France a rétabli la peine de mort, privatisé l'audiovisuel public et rétabli le service militaire. Et puis le jeudi, vous avez l'émission scientifique tenue par Alexandre Cugnache. Et le vendredi, Renaud Bochart, tout le monde sait. Alors Renaud Bochart, c'est notre chroniqueur pour les États-Unis. Et là, il organise des interviews qu'on prend le temps en plus de traduire. Allez voir aussi ces émissions qui vous permettront vraiment d'avoir un coup d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux autres médias. Et enfin, la grande nouveauté, dimanche, vous retrouvez l'émission humoristique Le jour de Gouaille est arrivé. Parce que là, c'est no limits dans l'humour. Vous allez voir, c'est du très très lourd.